Hello, ça va bientôt faire 5 ans qu'on a la chaîne. Une de nos toutes premières vidéos, c'était Discovery Arcade, qui est là-bas. J'avais dit que je ferais Liberty Arcade. Il m'a fallu quasiment 5 ans pour la faire. On y est, c'est maintenant. Je vous montre quand même, vous pouvez voir la première vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Vous l'avez dans le descriptif et la petite fiche qui apparaît en haut. On passe tout de suite sur Liberty Arcade. J'ai plein de choses à vous raconter et c'est une de mes arcades préférées. Il n'y en a que deux, j'aime les deux. Je les adore. On va à Liberty Arcade. Liberty Arcade se compose de 3 parties. La première, la centrale, est celle qui est tout au fond lorsqu'on arrive sur Central Plaza. On commence par le début, c'est logique. Disneyland Paris est le seul parc au monde à avoir 2 arcades couvertes qui servent d'entrée et de sortie pour le parc, en dehors de Main Street USA. Alors l'idée d'origine, c'était comme ici, on a forcément une météo, on a l'hiver, l'automne, il va pleuvoir, les gens pour qu'ils puissent se mettre à l'abri, qu'ils puissent rentrer ou sortir du parc sans trop se mouiller. Mais en soi, on peut dire que c'est une forme de recyclage parce que Walt Disney, déjà pour l'ouverture du premier parc, il avait l'intention d'avoir 2 passages couverts de chaque côté, Liberty Street, on a Liberty Arcade, et Edison Square. Si on regarde bien Discovery Arcade, forcément en hommage à Edison, qui est un des plus grands génies, et puis je vous en ai parlé, voyez la vidéo sur Emporium, j'en parle d'Edison à nouveau. Donc, Liberty Arcade. Alors, Disneyland, inévitablement, c'est les États-Unis d'Amérique, la Walt Disney Company, ils viennent en France. Donc, Liberty Arcade, un hommage à la Statue de la Liberté, parce qu'il faut savoir que la France, pour le centenaire des États-Unis d'Amérique en 1876, ils avaient décidé d'offrir un monument, de faire un don aux États-Unis d'Amérique. La participation qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que la France a une part très active dans l'indépendance des États-Unis d'Amérique, notamment avec Lafayette. Alors ces lampes à gaz, malheureusement arrêtées pour l'instant suite à la récession dans laquelle nous sommes, les économies d'énergie, ce sont des reproductions de lampes qui ont été utilisées pour l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Ces poteaux, ces arches, demi-arches en fait, si vous regardez bien, on en a 13. Pourquoi 13? Ça porte bonheur, ça porte malheur, rien à voir, on s'en fout. 13 parce que ce sont les 13 États fondateurs des États-Unis d'Amérique. Maintenant, on est à 50 États. Ils étaient 13 au début. Donc, on a 13 arches, 13 poteaux avec lampes. Bon, comme il y en a de chaque côté, mais on fait, voilà, ça fait une arche. Alors, comme je l'ai souvent expliqué, je le dis tout le temps dans mes vlogs, Disneyland Paris est un véritable musée à ciel ouvert, couvert, alors, en l'occurrence dans l'arcade. La première vitrine et toutes les autres, comme pour Discovery Arcade, vous avez des pièces authentiques, de vrais artefacts. Donc, cette première vitrine s'appelle le rêve de Bartholdi. Bartholdi, c'est le sculpteur de la Statue de la Liberté. Le squelette, à l'intérieur, c'est Gustave Eiffel. On va y revenir un peu plus tard. La vitrine s'appelle le rêve de Bartholdi. Ça devrait plutôt être le rêve de la Boulée, mais Bartholdi est beaucoup plus parlant. La Boulée, c'est la personne qui aura l'idée, pour le centenaire des États-Unis d'Amérique, que la France offre un monument pour marquer la symbolique, comme je vous ai expliqué, puisqu'on a participé à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Bartholdi, c'est le sculpteur, lui, il va remporter le concours, c'est lui qui va être en charge de créer cette statue, donc il va partir aux États-Unis. Donc vous pouvez voir la Boulée, Bartholdi, des outils du sculpteur. Dans cette vitrine, on a un portrait de la mère de Bartholdi. C'est elle qui aurait inspiré le visage de la Statue de la Liberté. C'est controversé, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Une prétend que ce serait la femme du fameux inventeur Singer, Singer les machines à coudre. Bon, on va dire que c'est la mère de Bartholdi, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance. Dans les différents projets abordés, très vite, on va s'arrêter donc sur cette statue monumentale d'une femme portant un flambeau, qui est la liberté éclairant le monde, référence également directe à Delacroix et à un certain tableau.
Info complètement pratique, on sent un petit peu de l'historique. C'est une arcade où vous avez énormément de bancs. Donc si vous voulez vous reposer, grignoter un petit peu, c'est un endroit parfait. La dernière partie, la troisième, vous avez même des tables. C'est à Cassis Corner, ne venez pas faire un pique-nique. Normalement, c'est pour les gens, vous avez pris à manger sur le parc. Mais vous avez également des tables et de quoi vous asseoir. La deuxième vitrine. Donc, la Boulée s'occupe du projet. La France va construire la statue. Les États-Unis vont s'occuper du piédestal. Ça va être une histoire un peu plus compliquée. Bartholdi fait appel à son maître, Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, un grand rénovateur, c'est lui à Notre-Dame de Paris, telle que vous la connaissez, c'est à lui qu'on la doit. Donc il fait appel à Viollet-le-Duc pour s'occuper de l'armature. Malheureusement, pendant le projet, pendant les travaux, Viollet-le-Duc va décéder. Donc le projet de l'armature va échouer à Gustave Eiffel, qui n'a pas encore fait la tour à ce moment-là. Donc tout le squelette, toute l'armature en métal qui est à l'intérieur de la statue, c'est du Gustave Eiffel. Alors que le projet avance, le flambeau sera exposé à Philadelphie, tandis que la tête de la statue sera exposée à Paris. Donc partie musée, vous pouvez voir une pièce originale de la statue et regardez à quel point c'est très très fin mais très solide. Et la maquette du squelette de la statue que l'on doit à Gustave Eiffel, notre cher Gustave Eiffel qui est juste à côté. La troisième vitrine est ma préférée, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc la statue va être construite en France. Elle sera entièrement démontée pour être transportée aux États-Unis et remontée sur place. Mais le vrai problème, ça va être le piédestal. C'est les Américains qui doivent le payer. Sauf qu'on a une levée de fonds. La levée de fonds est insuffisante. Il y a beau avoir énormément de campagnes, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'argent pour faire ce fameux piédestal qui va être monumental. Pulitzer lui-même, vous connaissez sûrement le prix Pulitzer qui récompense un article dans le domaine journalistique chaque année. Pulitzer lui-même, qui était le propriétaire du New York World, qui était un grand journaliste, un éditorialiste, va lui attaquer de front ce problème en lançant des pétitions, en lançant de son côté une campagne, parce qu'il trouve ça absolument scandaleux que la France offre une statue et que les États-Unis ne sont pas aptes à aider pour avoir le piédestal. Donc, il va y participer énormément. On va enfin réussir à avoir l'argent, on va enfin avoir le piédestal. Donc c'est l'architecte, le sculpteur Hunt qui va être en charge du piédestal, qui est en taille et juste colossale. La maquette du piédestal, je vous garantis, quand vous êtes au pied de la statue, c'est très très impressionnant. Pourquoi cette vitrine est préférée? Voilà la réponse. Ce sont d'authentiques pièces qui ont été remises, qui étaient vendues à l'inauguration de la Statue de la Liberté. La personne qui a fait ça et différents autres modèles avait pour nom de famille Gadget. De là va passer le terme un gadget, une petite chose, quelque chose, un ustensile. Vous pouvez voir en grandi une reproduction justement du New York World où Pulitzer avait lancé sa campagne pour cette levée de fonds concernant le piédestal. Donc je ne vous parle pas des vitrines qui font face aux vitrines historiques, car ce sont des vitrines lambda qui vous présentent différents articles que vous pouvez trouver dans Emporium. Car en effet, Liberté Arcade, c'est aussi un accès sur les magasins se trouvant dans Main Street. Juste avant d'arriver à la deuxième partie, la partie centrale, on a un petit coin shopping. Bien sûr, comme pour Discovery Arcade, vous avez aussi des toilettes. C'est important les toilettes.
La deuxième partie, la partie centrale, c'est Liberty Court, qui est située à Flower Street. Alors Flower Street, petite digression, Flower Street, c'est l'endroit où se trouvent les bureaux de la Walt Disney Imagineering, mais c'est aussi une rue qui était au parc Disneyland d'origine, où on vendait également des fleurs. Je reviens à Liberty Court. La façade renvoie à The Independence Hall à Philadelphie, là où fut signé le traité d'indépendance en 1776. Là, le drapeau n'est pas visible, mais normalement, on a un drapeau au-dessus. Si vous vous amusez à compter les étoiles, vous allez voir, il n'y en a pas 50 comme à l'heure actuelle, les 50 États, mais il y en a 45. Pourquoi? Au moment où la Statue de la Liberté a été inaugurée, il y avait 45 États. Donc, on a toujours les 13 bandes rouges, donc les 13 États d'origine. Et normalement, maintenant, on a 50 étoiles. À l'époque, il y en avait 45. Comme toujours à Disneyland, l'art est omniprésent. Les vitraux, comme pour le château ou la gare de Main Street, ce sont d'authentiques vitraux. Ce sont des maîtres artisans qui les ont faits, tel Chapman pour le château. Donc regardez bien, levez la tête. Selon l'éclairage, c'est absolument magnifique quand le soleil passe au travers. On a de vrais vitraux. En effet, la date, vous voyez, 1886, la statue sera inaugurée en 1886 et pas en 1876 pour le bicentenaire, il y aura 10 ans de retard. Et dès qu'on approche, on nous invite. Visitez Dame Liberté, ce cadeau magnifique offert par le peuple français. Revivez son incroyable entrée dans le port de New York le 28 octobre 1886. Redécouvrez la beauté de son message de liberté. Lorsque vous arrivez, la mosaïque au sol, nous sommes avec New York Harbor. Donc c'est l'emplacement où se trouvera la Statue de la Liberté qui s'appelait à l'époque Bedloe Island et qui va devenir Liberty Island. Dans la même rade, vous avez également donc Ellis Island où arrivaient tous les émigrés. Les fresques murales que vous avez de chaque côté avant de vous embarquer ici et juste derrière moi sont de Jim Michelson. Elles sont absolument magnifiques et elles reprennent des fresques qu'on avait, des affiches qu'on avait eues pour l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. C'était la première exposition universelle sur le sol américain à Philadelphie où fut signée l'indépendance des États-Unis et donc pour le centenaire. Un endroit que j'aime énormément, Discovery Arcade aurait dû avoir normalement une attraction avec des automates, ça n'a pas eu lieu. Ici, on a une attraction. C'est un diorama, c'est pas sensationnel, les gens sont pas comme ça en extase et se précipitent pour venir le voir, mais moi j'adore, j'y viens régulièrement. C'est un endroit où on peut être au calme souvent, sauf quand les gens viennent raconter leur vie. Cet endroit, ça, imaginez, vous êtes sur un bateau, sur l'Hudson River, c'est l'inauguration en 1886, en octobre, de la Statue de la Liberté. Écoutez bien, à un moment donné, vous pouvez entendre Grover Cleveland, le 24e président des États-Unis, qui fait le discours inaugural. C'est son vrai discours qui avait été enregistré sur disque, que vous pouvez entendre en arrière-fond. Les personnes, vous entendez, qui parlent. On entend un enfant avec son père, on entend un Parisien qui était à côté des ateliers où a été construite la Statue de la Liberté, qui a été invité, parce que beaucoup de gens ont été invités à cette inauguration, de France également. Vous pouvez les entendre parler, vous avez en quelques minutes l'histoire de la Statue de la Liberté qui est racontée. J'adore ce diorama, je vous y invite tout de suite, et on se retrouve après pour la troisième et dernière partie de Liberty Arcade.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. L'opinion publique est de recueillir, bien entendu, les fonds nécessaires à ce financement. Dites, père, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous côté. Oui, c'est ça. Un peu de silence, monsieur. Le président ne va pas tarder à prononcer son discours. Père, qu'est-ce qu'il raconte le président des Américains? Il remercie les Français de leur merveilleux cadeau. Quand je pense que tout le monde traitait notre ami Bartholdi de fou. Ben voilà, elle est superbe, n'est-ce pas? Bien entendu, il faut dire que c'est un travail tout à fait surprenant. Mais je sens le soutien technique de M. Eiffel. Cette statue attiendrait certainement pas de Messieurs, je vous en prie, un peu d'intimité. N'oubliez pas que nous sommes ici pour représenter la France. Si j'ai bien compris, chaque plaque de cuivre et de verre de cette statue a été façonnée à la main. Première partie, le projet, la construction. Partie centrale, l'inauguration. La troisième partie, forcément, l'après. Et notamment une vitrine que j'aime énormément consacrée à Ellis Island, là où tous les immigrés arrivaient. Si vous êtes fan de Chaplin, vous avez certains courts-métrages où on le voit sur le bateau. La première chose, qu'est-ce qu'ils voient devant eux? La Statue de la Liberté. C'est une porte qui s'ouvre, c'est un nouveau futur, c'est de nouveaux horizons qui s'ouvrent à eux. Cette première vitrine est exceptionnelle parce que les pièces que vous voyez sont des pièces authentiques. Chapeaux, cannes, chaussures ayant appartenu à des gens qui sont arrivés à Ellis Island. Ça vient directement de là-bas, d'un musée à un autre musée. Si jamais vous allez à New York, je vous en prie, allez visiter le musée que vous allez aller sur Ellis Island, pas que la Statue de la Liberté. Arrêtez-vous aussi sur Ellis Island, c'est absolument incroyable et très touchant. Regardez bien à gauche de chaque vitrine, vous avez une plaque en cuivre. Sur cette plaque, vous avez le nom de la vitrine avec les références au niveau des années, à quelle période nous sommes. Et dans chaque vitrine, à côté des objets, juste devant, vous avez une date avec un petit panneau en français et en anglais explicatif, comme dans un musée, parce que c'est un musée. Et à droite, en bas de chaque vitrine, vous avez un petit panneau qui vous montre d'où vient la provenance de chaque pièce. Vous le savez, je suis collectionneur, donc imaginez ce que représente cette vitrine pour moi. Bien entendu, encore une fois, tout ce que vous voyez est authentique. Ça a été remis à différentes périodes pour célébrer la liberté éclairant le monde. Que ce soit les cartes postales, que ce soit les objets, c'est absolument incroyable. Une affiche saisissante pour l'appel au bourg pour l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. La dernière vitrine se focalise sur 1980-1986 car pour les centenaires de la statue, il y a eu de grands travaux de rénovation qui ont été faits. Elle en avait bien besoin pour qu'elle retrouve toute sa splendeur et une teinte différente du coup. J'insiste lourdement dessus, mais voilà, toujours des pièces qui ont participé à la rénovation.
Un point important, si vous écoutez les musiques dans cette arcade, on a du ragtime. Le ragtime, c'est né à la fin du 19e siècle. La plupart des morceaux qu'on peut entendre sont de Scott Joplin, un des maîtres incontestés du ragtime. Alors il est connu pour ça, mais il a aussi fait énormément d'opéra et de musique classique. Mais bon, c'est le ragtime qui fera de lui une méga star. Et ce sera remis au goût du jour avec le film L'Arnaque en 1973. Très bonne cuvée, 1973, c'est un chef-d'œuvre. Et donc la musique que vous entendez dans ce film-là, The Entertainer, c'est de Scott Joplin. Il l'avait composé en 1903, si ma mémoire est bonne. Donc en remontant, vous pouvez entendre du ragtime. C'était juste avant le jazz. On dit que le jazz découle du ragtime. Il y avait le blues aussi, enfin bref. Essentiellement du piano, le ragtime, mais ça peut également se faire en vocal ou avec guitare. Voilà, on arrive à la fin de l'arcade. Peu de gens doivent le savoir. Vous savez ce passage-là qui mène vers le fort? Ça s'appelle Croquette Road. C'était au passage, ça n'a rien à voir avec Liberty Arcade. Donc maintenant, je vais passer, juste avant de conclure, la parole à Steph par rapport à cette arcade. Avant de démarrer, je montre une ou plusieurs photos en fonction de ce que j'aurais retrouvé, de ce que tu m'as fait avec cette couronne quand on était à Liberty Island, au pied de la Statue de la Liberté, avec Maximilien. Je n'oublierai jamais ce traumatisme, couronne qu'on a toujours à la maison d'ailleurs. Donc, pour toi, Liberty Arcade. Liberty Arcade, pour moi, c'est un endroit magique parce que d'abord, je me retrouve un petit peu aux États-Unis. La Grande Dame, qui est la Statue de la Liberté, y est largement représentée. J'ai cette photo préférée qui est dans l'arcade où on voit juste le pied, le vrai pied de la Statue de la Liberté avec le drapé dessus. J'ai beaucoup de souvenirs ici. D'abord parce qu'il y a énormément de choses à voir et les enfants étaient assez émerveillés quand on venait. Effectivement, c'est un refuge aussi par rapport au temps qu'il fait à Disneyland Paris. Il y a tous les accès boutiques qui font que moi j'ai un petit, voilà, j'aime beaucoup les accès boutiques, on est bien d'accord. Mais c'est surtout que effectivement pendant des années j'ai vu toutes ces représentations de la Statue de la Liberté. Et quand on s'est retrouvé face à la Statue de la Liberté, effectivement, j'ai pas été déçue. Et ici, je sais pas, je me sens vraiment à part. C'est vraiment à part par rapport au parc. On a l'impression d'avoir un retour dans le temps, un début de siècle. On se retrouve au début des années 1900, en plein milieu des États-Unis. Voilà, j'adore cette arcade. J'aime beaucoup aussi l'inauguration de la Statue de la Liberté, que j'apprécie énormément. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur. Ils n'aiment pas se retrouver dans cet endroit un petit peu sombre, avec des statues, enfin avec des animatroniques. Ils n'aiment pas du tout. Je me permets de te rectifier, ce ne sont pas des animaux. Mannequins, des mannequins. Oui, voilà, des mannequins de cire. Et les mannequins de cire, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment une petite visite à faire quand on rentre dans cette arcade. Et mon endroit préféré, vraiment, de l'arcade, c'est la sortie, je ne me souviens plus le nom de la rue. Flower Street. Flower Street, avec le barbier à la droite et la descente sur Main Street USA. J'adore. C'est un de mes endroits préférés de Disneyland. Parce que vous savez que mon endroit préféré de Disneyland, c'est Main Street USA. dont je jouais par rapport à ces photos, c'est que je l'ai laissé avec Maximilien dans la boutique, dans le piédestal de la Statue de la Liberté. Moi, je suis allé m'asseoir tout au bout de l'île avec cette vue hallucinante sur Manhattan. Et je vois passer devant moi des gens qui ont cette couronne. Et je suis là et je me dis, qu'est-ce que c'est ridicule ce truc. Et la seconde suivante, je me dis, j'allais dire un gros mot, oh putain, voilà, je le dis, elle est capable de l'acheter, de se pointer avec. Je tourne la tête, qui je vois arriver avec Maximilien, Steph avec ça, il est soda à la main comme ça, il a. Voilà, c'était dur à vivre, c'était dur à assumer. À cette époque, on ne se promenait pas encore dans le parc avec les oreilles, ça n'avait pas basculé là-dedans. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bande de petits chenapans, il faut le faire maintenant. Le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Allez-y dans vos commentaires, gentiment. Apportez des précisions si vous en avez éventuellement. Donc, j'ai pas fait un historique de la Statue de la Liberté, c'était pas l'idée. J'essaie d'être concis, d'être le plus précis possible par rapport à ce que vous avez là. Venez dans cette arcade, arrêtez-vous sur chaque vitrine, lisez les petits panneaux, documentez-vous, éclatez-vous.